Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté des performances en jeu sur Grayzone Warfare, un jeu multijoueur indé en Early Access sur Steam. C'est sous Unreal Engine 5, du coup c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Grayzone Warfare, c'est un jeu du studio indépendant tchèque Madfinger qui avait jusqu'ici principalement développé des jeux mobiles. Et donc Grayzone Warfare, c'est un FPS tactique multijoueur sur une map ouverte et un assez grand terrain de jeu en PvPVE ou PvE uniquement selon le serveur. Il y a 3 factions à choisir pour s'affronter sur la map en plus de l'IA. Le jeu tourne sur l'Unreal Engine 5, c'est sorti il n'y a pas longtemps sur Steam en Early Access, et le jeu rencontre son petit succès depuis, et donc on va aller voir ce que ça donne d'un point de vue performance, car c'est intéressant à plusieurs niveaux, tout en gardant à l'esprit bien évidemment que c'est l'Early Access, et donc que niveau optimisation, c'est clairement pas encore trop ça. Donc c'est l'Unreal Engine 5 et ça se voit, le jeu n'est pas parfait point de vue technique, et la DA elle plaira pas forcément à tout le monde non plus, mais les technos de l'Unreal Engine 5, comme Nanite, ça fait toujours son petit effet quand même, comme ici sur la végétation, la distance d'affichage et le LOD quasi invisible, qui évite le popping que l'on retrouve dans la plupart des jeux. On retrouve aussi l'humaine et les virtual textures, et c'est vrai que c'est plutôt sympatoche visuellement parlant. On retrouve des champs et des forêts vraiment convaincantes, c'est très touffu, et la distance d'affichage est vraiment impressionnante grâce à Nanite, et c'est cool de voir que ce genre de visuels peuvent provenir maintenant de studios plus modestes que chez les gros éditeurs. Et par certains côtés, c'est vrai que cette jungle un petit peu foisonnante et tout ça, ça me rappelle un petit peu Far Cry, premier du nom, qui a maintenant 20 ans. Oui, ça nous rajeunit pas, mais même si celui-ci est totalement dépassé techniquement parlant maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, ça nous paraissait aussi beau que ce qu'on voit ici. Donc c'est vrai que, au fil du temps, ça évolue quand même beaucoup. Mais bon, on va tout de suite parler des points qui fâchent au niveau du titre actuellement. Alors en 2023, on a vu un paquet de jeux sortir sous Unreal Engine 4 qui étaient et sont toujours pour la plupart toujours victimes de stutter, donc de saccades, micro-saccades au niveau du framerate. Et donc le stutter engine, dans les premiers jeux Unreal Engine 5 que j'ai pu tester, comme Remnant 2 ou Lords of the Fallen, on était moins victime, même s'il restait toujours du traversage stutter par exemple, qui apparaît quand on passe d'un segment d'une map à une autre, mais il y a des jeux comme Fortnite, où on a toujours du stutter à cause du chargement des shaders, que ce soit pour charger des skins de joueurs, ou des éléments du décor, ou peu importe ce que c'est. Donc on sait que malheureusement l'Unreal Engine 5 n'est pas totalement exempt de stutter. Tout ça pour dire que oui, Grayzone Warfare est victime de gros stutter, et je pense que c'est les deux types de stutter ici. On a à la fois du traversal et aussi de la compilation de shaders. Alors c'est principalement apparent quand on est dans l'hélicoptère et qu'on traverse la map, on a pas mal de stutter. Et on en rencontre aussi quand on se promène à pied dans la map, bien évidemment. Par contre, certains de ces stutters-là n'apparaissent plus une fois qu'ils ont déjà eu lieu une fois, ou moins violemment. Donc au plus on joue, au moins les stutters sont violents, mais c'est très pénible malgré tout. C'est du stutter de compète, par moment le jeu freeze pendant 1 à 2 secondes, donc oui, il serait bon que le jeu fasse une bonne compilation de shaders au premier lancement, avant d'arriver sur la map, pour éviter au moins une partie de ces gros stutters-là. En dehors de ça, les serveurs ne semblent pas non plus hyper stables pour l'instant. Alors je sais pas si c'est la faute au netcode ou autre, mais il arrive souvent d'avoir du lag dans les déplacements et animations, qui ne sont pas... ça n'a pas d'impact au niveau des performances, mais c'est le jeu, ou les animations, ou le netcode qui part un petit peu en sucette. Donc oui, déjà rien que sur ces deux points-là, il y a encore du boulot pour les développeurs au niveau optimisation. L'autre gros problème, c'est aussi la lourdeur du jeu, c'est très gourmand. Comme pas mal de titres Unreal Engine 5 dans un premier temps, on y reviendra après. Au niveau des options graphiques, alors c'est un menu assez basique mais fonctionnel, ce sont les presets de base de l'Unreal Engine 5, on retrouve donc les modes de qualité low, medium, high et epic, et comme le menu est transparent,
bah on peut voir un petit peu ce que ça change directement in-game, ça c'est un très bon point. On retrouve aussi les 3 upscalers classiques, DLSS, FSR et XeSS, et on retrouve aussi le TSR de l'Unreal Engine. Par contre, on a aussi accès au Frame Generation, DLSS et FSR, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Pour le mode PvE, pourquoi pas. Pour le mode PvP par contre, alors je recommande pas, hein, dans tout type de jeu compétitif, activer le Frame Generation, ça augmente la latence du titre, donc vous perdez en réactivité. Donc c'est bien d'avoir plein de FPS, mais si c'est au prix de votre temps de réponse, ça n'a pas grand intérêt dans un jeu compétitif. Du coup, c'est vrai que je comprends toujours pas vraiment pourquoi le Frame Generation est présent dans des titres comme Call of Duty par exemple, ou tout type de jeu compétitif, c'est totalement contre-productif. Mais bon, pour les upscalers eux-mêmes, alors c'est intéressant, au niveau qualité d'image, il y a du bon et du moins bon, comme souvent. Dans l'ensemble, le DLSS offre l'image la plus stable au niveau de la reconstruction. Par contre, sur certains éléments, il produit aussi pas mal de ghosting, et il est un petit peu plus prononcé que d'autres solutions d'upscaling sur ce jeu-là, particulièrement en intérieur, donc à vous de voir si vous aimez le rendu ou pas, et si le ghosting vous pose problème. Le FSR est clairement le moins bon des upscalers ici, il produit une image assez graineuse, on retrouve pas mal de scintillements typiques du FSR, et en mouvement, avec autant de végétation, ça devient vite un petit peu une bouillie de pixels, principalement dans les basses résolutions. Le XeSS en DP4A ici est un petit peu un entre-deux, c'est plus stable que le FSR au niveau de l'image, et globalement c'est mieux. Au niveau du ghosting, c'est aussi un petit peu mieux que le DLSS, par contre le XeSS est toujours un poil plus lourd en ressources que les deux autres, si on n'utilise pas une carte graphique de chez Intel. Et la bonne surprise sur le jeu pour moi, ça provient du TSR, l'upscaler de l'Unreal Engine. Alors pour l'instant c'est celui qui offre le meilleur compromis à mon goût, niveau stabilité de l'image, c'est un poil en dessous du DLSS, mais c'est clairement bien au-dessus du FSR. Au niveau du ghosting, c'est pas parfait, mais correct aussi, et c'est mieux que le DLSS je trouve, et niveau lourdeur, c'est plus léger que le XeSS, et comme ça fonctionne sur toutes les cartes graphiques, parce que j'ai même testé vite fait le TSR contre le FSR avec une GTX 1060 pour voir si c'était jouable en 1080p upscale. On voit par exemple ici en mode performance, donc upscale à partir du 540p, alors ça pique, en performance c'est très très laid. Malgré tout, le résultat est quand même sans appel, là où le FSR ça devient vite une grosse bouillie de pixels en mouvement, le TSR se maintient beaucoup mieux. On a également moins de scintillements au niveau de l'image, donc l'image est plus stable qu'avec le FSR, et en plus de ça, au niveau coût en ressources, ça a même l'air un petit peu plus léger. Donc oui, là c'est un petit peu un cas extrême quand on upscale à partir du 540p, mais on retrouve un petit peu la même chose dans les plus hautes résolutions. Alors pourquoi je parle autant de l'upscaling ici ? Tout simplement car le jeu est tellement gourmand que vous allez probablement devoir l'utiliser. En plus de ça, il n'y a pas de TAA classique sur le titre, donc quoi qu'il arrive, c'est FSR AA, DL AA, XeSS natif ou TSR. Et pour gagner en performance, c'est clairement l'upscaling qui vous apportera le plus gros gain. L'Unreal Engine 5 est prévu avec l'upscaling en tête, et c'est pas la première fois qu'on voit que c'est lui qui vous proposera le plus de gains de perf comparé aux settings du titre. Puisque j'ai fait la comparaison vite fait, avec une 4090 en 4K, entre les détails bas et épiques, on a un gain de performance de 24% environ pour une perte visuelle plus importante que juste utiliser le DLSS, TSR ou FSR Quality par exemple, où là c'est plus de 50% de gain de performance. Donc je sais que pour les défenseurs du natif ou rien, ça va être difficile pour la suite, mais les upscalers sont là pour rester et ils prendront de plus en plus de place. Et donc en avoir un de bonne qualité, c'est clairement un gros plus. Et il faut vraiment qu'AMD améliore son FSR, c'est assez triste de voir que le TSR et le XeSS font déjà bien mieux niveau qualité d'image, tout en étant arrivés bien après. Alors après, les différentes implémentations sur le jeu nécessitent sûrement encore du boulot, comme le DLSS qui au niveau du ghosting est plus prévalent que sur d'autres jeux. Donc pour l'instant, pour moi, le TSR, il tire un petit peu plus son épingle du jeu, sur ce jeu-là. Donc c'est celui que j'utiliserai. L'implémentation de Lumen est également pas franchement au top, en intérieur c'est particulièrement apparent, avec pas mal d'artefacts, le denoising du ray tracing software de Lumen est pas terrible ici, et ça rend pas très bien. Ça crée des artefacts, du ghosting, c'est pas agréable, et c'est dommage puisque sinon les intérieurs sont pas moches. Mais le jeu est clairement plus joli en extérieur, et fort heureusement, c'est là qu'on passe la plupart de son temps. Mais bon, allons voir maintenant ce que ça donne du côté des performances. Alors pour les tests, j'ai fait ça sur une petite section du jeu en me promenant pas très loin d'une des bases. On est en détail élevé, échelle de rendu à 100%, en utilisant le TSR comme TAA de base, puisque on n'a pas trop le choix en fait. Et donc en 1080p, ça pique déjà pas mal, puisque même la 4090 plafonne ici à 111 fps de moyenne avec les 1% à 86. On voit également que les GeForce semblent avoir un avantage sur le titre, puisque la 4080 Super ici finit un bon cran au-dessus de la 7900 XTX, donc ça manque sûrement aussi d'optimisation côté driver chez AMD actuellement.
Mais oui, du coup ça permet à la 4070 Ti Super de se placer juste entre la 7900 XTX et XT, avec plus ou moins le même niveau de performance globale ici, les trois cartes sont très proches. Les 4070 Super, 3090 Ti, 4070 et 3080 terminent au-dessus des 7900 GRE et 7800 XT. Et on voit aussi que les 4060 Ti sont les dernières cartes à sortir du 60 fps de moyenne en 1080p. Donc dur pour pas mal de cartes en dessous, La 1080 Ti se maintient comme elle peut autour des 38 fps de moyenne. Les cartes d'Intel ne brillent pas franchement non plus, puisqu'ici, la 770 est un cran en dessous de la 3060 12 Go. Et tout en bas du tableau, la GTX 1060 et la 380 sont en grande difficulté. Je recommande pas d'acheter le jeu pour ceux qui tournent sur ce type de carte. Même en détail minimum, avec un upscale depuis 540p, on atteint difficilement les 30 fps de moyenne. Sur ce type de jeu, c'est vraiment pas idéal. Donc oui, déjà juste en 1080p détail élevé, il y a quand même un paquet de cartes qui sont larguées en natif, et baisser les détails, ça permettra malheureusement pas de passer de 30 à 60 fps, faudra obligatoirement quasiment passer par l'upscaling pour un paquet de cartes, ce qui est pas franchement idéal, particulièrement en 1080p. En 1440p, alors ça commence à se gâter pour les cartes avec 6 Go de VRAM ici, c'est uniquement la RTX 2060, il n'y en a pas d'autres sur le panel, et celle-ci s'effondre totalement. Pour les autres cartes, pas de gros chamboulements, la 4090 reste seule en tête, la 4080 Super reste au-dessus de la 7900 XTX, et la 7900 XT reste quasiment au même niveau que la 4070 Ti Super. La 3090 Ti vient se positionner juste derrière, avec la 4070 Super, suivie de la 7900 GRE qui se détache de la 7800 XT maintenant, avec les 4070 et 3080 qui s'intercalent entre les deux. Mais on n'atteint déjà plus les 60 fps de moyenne ici en natif. Et en dessous, c'est intéressant de noter que la 4060 Ti 16 Go fait mieux que la 8 Go ici, tout comme la 3060 12 Go vient coller de très près la 4060 8 Go. Petit indice, la VRAM commence à avoir son importance selon les cartes, et on verra que ça aura des impacts différents ensuite. Les cartes d'Intel sont toujours assez bas dans le tableau, puisque la 3060 reste devant la 770 ici. En 3440 par 1440, alors pas de gros changements, j'ai juste laissé les cartes en dessous de la 3060 Ti et 6700 XT de côté, puisque les performances étaient tout juste trop mauvaises, mais dans l'ensemble, c'est le même classement qu'en 1440p, c'est juste plus lourd. Alors, en 4K, par contre, plusieurs choses à noter. Déjà, c'est méga lourd, et le tableau te parle de lui-même, mais on a aussi des soucis au niveau de la VRAM, puisque les cartes avec 8 Go de VRAM ne chargent plus tous les détails pour éviter de saturer la VRAM. Ce qui fait que même si les performances paraissent correctes ici, pour certaines cartes avec 8 Go, par exemple entre la 4060 Ti, 8 et 16 Go, en fait on n'est pas du tout sur la même qualité d'image. Donc on pourrait dire que c'est une bonne gestion de la VRAM qui évite que les performances s'écroulent. Par contre, pour les cartes avec 8 Go, c'est très moche, et il vaut mieux baisser les détails ou utiliser le scaling pour avoir une plus belle image qu'en 4K natif pour ces cartes-là. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est le cas. Après, de toute manière, les cartes avec 8 Go, même les plus performantes sont incapables de faire tourner le titre sans modifier les réglages en 4K ici. Donc comme assez régulièrement, comme on a déjà pu l'observer de nombreuses reprises, même si par exemple la 4060 Ti 16 Go fait mieux que la 8 Go, au final, il faudra faire des sacrifices malgré tout. Les cartes avec 10 Go et plus, par contre, pas de souci particulier en détail élevé au niveau de la VRAM. Mais bon, oui, du coup, il y a seulement la 4090 qui arrive aux 60 fps de moyenne. La 4080 Super fait tout juste mieux que la 7900 XTX. Les 3090 Ti, 7900 XT et 4070 Ti Super sont au coude à coude. Les 4070 Super, 7900 GRE et 3080 sont également très proches. La 7800 XT et la 4070 sont au même niveau de performance, suivi de la 7700 XT qui est souvent un petit peu toute seule à son niveau de performance. Et comme je le disais juste avant, on retrouve ensuite la 4060 Ti 16 Go qui fait à la fois mieux au niveau des performances et de ce qui est affiché que le modèle 8 Go, mais les performances sont tellement basses de toute manière que c'est injouable pour les deux. Et comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, malheureusement, baisser les détails graphiques, ça n'a pas un impact énorme au niveau des performances, puisqu'on avait un delta d'environ 20% entre les détails les plus bas et les plus hauts en 4K. L'upscaling, par contre, gros gain en perspective, juste en passant du natif au DLSS Quality ici, on gagne plus de 50% de performance, passer en mode équilibré et compagnie. Par contre, on gagne pas beaucoup plus, puisqu'on se rapproche aussi de la limite processeur. Et en parlant de processeur, justement, le jeu est assez gourmand là aussi. On voit que le 7800 X3D et le 14700K et même 13600K sont assez proches, mais petit avantage au niveau du 1% pour le 7800 X3D ici. Comme souvent, le 5800 X3D se positionne au-dessus du Ryzen 7600 et clairement bien au-dessus des 5600 et 3600. Et en ce qui concerne le 13100F, alors le processeur avait du mal au moment du lancement du titre,
ça tournait à 100% sur les 4 corps, probablement car le jeu compile des shaders en arrière-plan. Mais une fois que ça s'était calmé, il s'en sortait correctement, comme on le voit ici, mais la charge processeur était un petit peu plus élevée que sur les processeurs avec 6 corps et plus, mais pas de souci majeur pour autant. Le petit quad-core, du moins sur ce que j'ai pu tester, s'en sortait pas si mal que ça une fois que la compilation de shader était terminée. Donc au niveau du processeur, le jeu est aussi quand même très gourmand. Donc bref, ouais, ça pique, le jeu est jouable, mais clairement ça manque d'optimisation, que ce soit le jeu lui-même ou au niveau des drivers également. On voit que du coup les GeForce ont l'avantage pour l'instant. Au niveau VRAM, alors grosso modo 6Go c'était ok en 1080p mais pas au-dessus, mais bon, que ce soit la GTX 1060 ou la 2060, c'est injouable au-dessus du 1080p, et même en 1080p, de toute façon il faudra passer par l'upscaling. Pour les cartes avec 8Go de VRAM jusqu'en 1440p, ça allait, mais pas en 4K, c'était concession obligatoire où les textures ne se chargent pas toutes. Mais texture ou pas texture, c'était trop lourd quoi qu'il arrive en 4K natif, donc bref. Oui, pour jouer au jeu, je vous conseille les détails élevés, voire médium, avec le TSR à environ 70%, c'est souvent le meilleur compromis, ou le DLSS Quality, si le ghosting ne vous gêne pas avec les GeForce. Et si c'est pas fluide, il faudra malheureusement descendre encore un petit peu plus. Par contre, je recommande pas le Frame Generation, même si les développeurs le font. Il y a d'ailleurs tout un tas de réglages que les développeurs indiquent qui pourraient aider les performances sur la page Steam du jeu, à utiliser à vos risques et périls. Il y a quelques manips un petit peu plus complexes. Personnellement, je suis plutôt d'avis que le jeu manque surtout d'optimisation. Faire des manips à droite à gauche pour essayer d'améliorer ça sous Windows, c'est toujours un petit peu hasardeux. Si vous savez ce que vous faites, pourquoi pas, mais c'est vous qui voyez. Le jeu apparemment peut aussi faire crasher les Intel génération 13 et 14 avec les soucis d'instabilité dont on entend parler dernièrement. Personnellement, pour le 14700K, j'ai pas eu le problème, et j'attends aussi qu'Intel tire les specs de base au clair avec les fabricants de cartes mères, avec les prochains BIOS. Pour le moment, c'est toujours donc les performances à fond de balle, et j'ai pas eu de plantage. Et bon, je verrai plus tard pour les prochains tests s'il y a de nouveaux BIOS qui sont sortis entre temps. Et puis, sinon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, donc je souhaite aux développeurs de Grayzone Warfare bien du courage pour continuer d'optimiser le jeu et pour le terminer aussi. On n'oublie pas, bien évidemment, que c'est une early access et que forcément le jeu n'est pas terminé. Sinon, je pense qu'on a fait aussi un petit peu le tour. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, c'est pénible, mais ça aide. Et si vous voulez me soutenir directement, il y a la page Ko-fi de la chaîne en description de la vidéo. Et comme d'habitude, un énorme merci à tous ceux qui contribuent. Ça m'aide énormément et ça permet à la chaîne de survivre. Donc, gros merci comme d'habitude. Sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!